La présente vidéo va être consacrée à la solution de l'examen de cristallographie de la session de rattrapage de l'année universitaire 2020-2021. L'examen a été destiné aux étudiants de la filière SMC semestre 5. L'examen était posé sous forme de 2 exercices. Le premier contient 6 questions et consiste à interpréter la diffraction par utilisation de la condition de diffraction d'Ewald. Quant au deuxième exercice, il a été formulé sous forme de 4 questions et cet exercice consiste à interpréter certains aspects de la diffraction des poudres par la méthode de Debye-Scherrer. La solution de l'exercice grand 1 a fait l'objet de la dernière vidéo. Et pour ce qui concerne maintenant la solution de l'exercice grand 2, elle va faire l'objet de la présente vidéo et de la vidéo suivante. Cet exercice traite l'interprétation partielle d'un spectre de diffraction de poudre d'une phase cubique obtenue par la méthode de Debye-Scherrer. Comme données de l'exercice, on précise que les arcs de la deuxième raie directe de diffraction d'une phase cubique centrée se trouvent sur le cliché de diffraction obtenu par la méthode de Debye-Scherrer avec montage de Stromanis et une chambre de rayon de 57,3 mm, comme le montre la figure suivante. Et comme le mode du réseau de Bravais de la phase étudiée est un mode centré, la première question consiste à démontrer la condition de diffraction pour le mode de réseau de Bravais centré. Pour ce qui concerne le cas des extinctions systématiques dues au mode centré, nous signalons que lorsque le mode de réseau de Bravais est centré, à la position x, y, z correspond la position équivalente de coordonnées x plus 1 demi, y plus 1 demi et z plus 1 demi. Et de façon particulière, si la position x, y, z est l'origine de la maille, sa position équivalente devient 1 demi, 1 demi, 1 demi. Ce qui veut dire que lorsqu'un atome donné occupe les sommets de la maille, le même atome occupe également le centre de cette maille. Dans ces conditions, le facteur de structure FHKL va s'écrire de la façon suivante. Ou de façon détaillée, ou encore, ceci étant précisé, pour que l'intensité IHKL soit nulle, il faut que le facteur de structure FHKL soit nul. Et d'après la dernière expression du facteur de structure FHKL, celui-ci peut être nul si la somme H plus K plus L est impaire. Dans ce cas, cosinus H plus K plus L pi sera égal à moins 1 et sinus H plus K plus L pi sera nul. En conclusion donc, quand le mode de réseau de Bravais est centré, le facteur de structure sera nul si H plus K plus L est un nombre impair. Pour plus de détails sur les extinctions systématiques dues au mode de réseau de Bravais, voir la vidéo que nous leur avons consacrée et dont le lien est le suivant. À la deuxième question de l'exercice, on demande de déterminer le paramètre de la maille de la phase étudiée. Comme la phase étudiée est de symétrie cubique, le paramètre petit a de sa maille sera accessible par la formule suivante. Petit a est égal à DHKL qui multiplie racine de h au carré plus k au carré plus L au carré. Et cette relation découle du fait que pour les phases cubiques, la distance interréticulaire DHKL
est égal au paramètre de la maille petit a sur racine de h au carré plus k au carré plus l au carré. La détermination du paramètre petit a de la maille nécessite alors la connaissance des indices HKL de Miller et de la distance interréticulaire des HKL de la famille HKL. Et comme dans la figure de l'exercice, on précise la position des arcs de la deuxième raie directe de diffraction d'une phase cubique centrée, il faut chercher alors à savoir quelle est la famille réticulaire qui donne ces arcs et quelle est sa distance interréticulaire des HKL. La première étape est donc l'identification de la famille qui donne les arcs de la deuxième raie directe de diffraction de la phase étudiée. Comme on le voit sur le tableau suivant, la deuxième raie directe de diffraction d'une phase cubique centrée est la raie 2, 0, 0 correspondant à la diffraction du deuxième ordre de la famille 1, 0, 0. Si la diffraction de la phase cubique centrée se fait par un diffractomètre automatique de poudre, le spectre obtenu aura l'allure suivante. Et comme nous l'avons mentionné dans le tableau précédent, le deuxième pic de diffraction est le pic 2, 0, 0 qui correspond à la diffraction du deuxième ordre de la famille 1, 0, 0. Ces pics sont ceux d'une phase cubique primitive à laquelle on a retranché tous les pics pour lesquels H plus K plus L est impair. Pour comprendre comment retrouver les valeurs reportées sur le tableau et les spectres précédents qu'on vient de montrer, voir les vidéos dont les liens sont les suivants. Et pour plus de renseignements sur la notation des pics de diffraction, voir la vidéo dont le lien est le suivant. La deuxième étape maintenant qui permet de remonter aux paramètres de la maille est la détermination de la distance interréticulaire D100 de la famille 100 qui donne les arcs de la deuxième raie de diffraction de la phase étudiée. La distance interréticulaire D100 de la famille 100 et l'angle de diffraction θ200, angle de diffraction de la famille 100 au deuxième ordre, sont liés par la relation de Bragg suivante. 2D100 sinus θ200 est égal à 2 lambda, soit D100 sinus θ200 est égal à lambda, et par conséquent, D100 est égal à lambda sur sinus θ200. La détermination donc de D100 nécessite la connaissance de θ200 qui est l'angle de diffraction de la famille 100 au deuxième ordre. Comme on est en présence de la diffraction d'une poudre cristalline par la méthode de Debye-Scherrer, nous allons devoir faire un certain nombre de rappels pour pouvoir comprendre comment déterminer θ200. Nous signalons tout d'abord que dans le cas d'un monocristal, une famille HKL donnée est unique. Et quand cette famille se trouve en position de diffraction à un ordre donné, le faisceau diffracté est unique et se propage dans une direction bien précise de l'espace, tout en étant écarté par rapport à l'axe résiduel des rayons X d'un angle 2 fois celui de diffraction. Si on envisage maintenant la diffraction dans le cas d'une poudre cristalline, une famille réticulaire donnée n'est pas unique dans cette poudre, puisque cette dernière contient un nombre très élevé de microcristaux et une famille réticulaire HKL donnée va se trouver dans chacun des microcristaux constituant la poudre cristalline.
un nombre très élevé de familles HKL de mêmes indices peuvent alors diffracter simultanément. Les rayons diffractés par toutes les familles ayant le même indice vont alors former un cône de diffraction, comme on peut l'illustrer par la figure suivante. Chacun des cônes provient de la diffraction à un ordre donné d'un nombre très élevé de familles ayant les mêmes indices de Müller-HKL. Le demi-angle de chaque cône de diffraction correspond au double de l'angle de diffraction. Dans la méthode de Debye-Scherrer, les différents cônes de diffraction vont être interceptés par un film sous forme d'une bande et qu'on va placer de façon circulaire autour du support de la poudre cristalline, comme on peut le schématiser par la figure suivante. Pour permettre au film photographique, initialement sous forme d'une bande, pour lui permettre donc d'avoir une forme circulaire, on le met à l'intérieur d'une chambre qu'on appelle chambre de Debye-Scherrer. Et celle-ci se présente de la façon suivante. Il s'agit d'une chambre métallique circulaire percée de deux trous opposés diamétralement. Le premier permet l'introduction de ce qu'on appelle le collimateur qui va conduire les rayons X jusqu'au support de la poudre cristalline. Et le deuxième trou permet l'introduction d'un autre tube ayant la même forme que le collimateur, et ce dernier a pour but de récupérer et d'absorber ensuite les rayons X résiduels pour éviter que ces derniers interagissent avec le film qu'on va enrouler à l'intérieur de la chambre. Et comme la chambre, le film qu'on va mettre à l'intérieur doit disposer également de deux trous, le premier pour permettre l'introduction du collimateur et le second, ici à droite, qui va permettre l'introduction du puits qui va récupérer les rayons X résiduels. Et pour éviter que le film qu'on va mettre à l'intérieur de la chambre interagisse avec la lumière du jour, l'opération de mise du film à l'intérieur de la chambre sera effectuée dans une chambre noire et une fois l'opération est terminée, un couvercle circulaire va venir fermer la chambre de diffraction. Sur le film qu'on met à l'intérieur de la chambre de Debye-Scherrer, chaque cône de diffraction va impressionner le film suivant deux arcs symétriques autour de l'impact du puits sur le film. Dans la pratique, tous les arcs de diffraction sur le film vont être de couleur noire plus ou moins foncée, et cette couleur résulte de l'interaction du rayonnement X diffracté avec la matière constituant le film. Mais pour des raisons pédagogiques, nous avons représenté certains arcs de diffraction en bleu et d'autres en rouge. Les arcs bleus constituent ce qu'on appelle le spectre direct et il correspond aux diffractions des familles réticulaires HKL pour lesquelles l'angle de diffraction est situé entre 0 et 45 degrés, ce qui fait que 2θ est situé entre 0 et 90 degrés. Et par voie de conséquence, 4θ, qui est l'ouverture complète d'un cône de diffraction, va être situé entre 0 et 180 degrés. Quant aux arcs rouges, ils constituent ce qu'on appelle le spectre en retour et ils correspondent aux familles pour lesquelles l'angle de diffraction est compris entre 45 et 90 degrés. La détermination de l'angle 4θ de diffraction d'un cône donné va être déterminée par l'intermédiaire de la distance séparant les deux arcs qu'impressionne le cône de diffraction en question sur le film. Cette distance que nous allons noter de Z correspond à ce qu'on appelle l'abscisse curviligne. Et mathématiquement, cette distance curviligne qu'on note de Z est égale à R fois
4θ, R étant le rayon de la chambre de Debye-Scherrer. Et 4θ est l'angle correspondant au cône de diffraction. Le rayon de la chambre de Debye-Scherrer est choisi de telle sorte que le périmètre de cette chambre, et par voie de conséquence la longueur du film, soit égal à 360 mm. C'est-à-dire que depuis R, qui est le périmètre de la chambre, doit être égal à 360 mm. Le rayon de la chambre qui doit permettre d'avoir une circonférence égale à 360 mm, donc ce rayon doit être égal à 57,3 mm. Dans ces conditions, et comme le tour complet d'un cercle correspond à 360 degrés, c'est que 1 mm sur le film va correspondre à 1 degré. Ainsi, la distance relevée entre deux arcs symétriques correspondant à un cône de diffraction donné, donc cette distance qu'on a de L, en millimètres, elle va être l'équivalent de 4θ en degrés. 4θ étant l'angle total du cône de diffraction considéré. Dans les conditions qu'on vient de préciser, le film qui est initialement sous forme d'une plaque d'une épaisseur d'environ 4 cm va avoir une longueur égale exactement à 360 mm. Et selon l'endroit dans la chambre où les deux bouts du film vont être joints, 3 montages de Debye-Scherrer peuvent être envisagés. Le premier montage est ce qu'on appelle le montage normal, et celui où les deux bouts du film sont joints au niveau du trou permettant l'introduction du collimateur dans la chambre. Le deuxième montage est le montage qu'on appelle de Van Arkel, et celui où les deux bouts du film vont être joints au niveau du trou qui permet l'introduction du puits qui absorbe les rayons X résiduels. Le troisième montage est le montage qu'on appelle de Stromanis, et dans ce montage, les deux bouts du film sont joints à 90 degrés du puits et par conséquent à 90 degrés également du trou permettant l'introduction du collimateur. Avant de voir l'allure des films correspondant à chacun des montages qu'on vient de décrire, précisons que la détermination du demi-angle de diffraction de θ de n'importe quel cône de diffraction, qu'il soit dans le spectre direct ou le spectre en retour, donc ce demi-angle de θ va être déterminé par la mesure de la distance L séparant le trou permettant l'introduction du puits récupérant les rayons X et l'un des arcs du cône considéré. Et dans ces conditions donc, la valeur de 2θ en degrés va correspondre exactement à la valeur de L qu'on mesure sur le film. Dans ces conditions, et si on considère par exemple un cône de diffraction dont les arcs de diffraction se trouvent dans le spectre en retour, si on mesure la distance entre le trou permettant l'introduction du collimateur et l'un de ces arcs, cette distance ne va pas correspondre à l'angle de θ de diffraction, mais il va correspondre plutôt à 180 degrés moins l'angle de θ qu'on est en train de chercher. Ceci étant dit, cette figure montre l'allure du film correspondant au montage normal, c'est-à-dire au cas où les deux bouts du film sont joints du côté du collimateur. Dans ce cas, le film est centré par un trou permettant l'introduction du puits dans la chambre de Debye-Scherrer. Quant au trou qui va permettre l'introduction du collimateur dans la chambre, ce trou sera scindé en deux, ce qui donne deux demi-cercles au bord du film. Dans ce cas, qu'on considère les arcs du spectre direct ou bien celles du spectre en retour, la valeur en millimètres de la distance 2L séparant deux arcs symétriques correspond exactement à la même valeur en degrés de l'angle 4θ.
Cette figure maintenant montre l'allure du film dans le cas où le montage est celui de Van Arkel, c'est-à-dire dans le cas où les deux bouts du film sont joints du côté du puits permettant la récupération des rayons X résiduels. Le film dans ce cas est centré par un trou circulaire qui permet l'introduction du collimateur dans la chambre de De Weishauer. Et dans ce cas, les arcs correspondant au spectre en retour, c'est-à-dire les arcs correspondant aux diffractions pour lesquelles θ est compris entre 45 et 90 degrés, ces arcs sont situés au centre du film, de part et d'autre du trou permettant l'introduction du collimateur. Quant aux arcs de diffraction du spectre direct et correspondant aux diffractions pour lesquelles θ est compris entre 0 et 45 degrés, donc ces arcs se trouvent dans les zones situées à 90 mm des bords du film. Dans ce cas, la distance 2L' séparant deux arcs symétriques, qu'ils soient dans le spectre en retour ou le spectre direct, ces distances 2L' correspondent à 360 moins 4 Rθ, ce qui fait que la distance 2L' en millimètres est l'équivalent de 360 moins 4θ en degrés. Cette figure maintenant montre l'allure du film qu'on peut avoir dans le cas où le montage du film est celui de Stromanis, c'est-à-dire le montage dans lequel les deux bouts du film se trouvent à mi-distance entre le trou permettant l'introduction du collimateur et celui permettant l'introduction du puits. Dans ce type de montage, le film contient deux trous, l'un permettant l'introduction du puits et se trouve à 90 mm du bord du film, et l'autre trou se trouve à 90 mm par rapport au deuxième bord du film. Les arcs de diffraction de part et d'autre du trou permettant l'introduction du puits correspondent aux diffractions du spectre direct et pour lesquelles l'angle de diffraction est compris entre 0 et 45 degrés. Quant aux arcs de diffraction se trouvant de part et d'autre du trou permettant l'introduction du collimateur, ces arcs correspondent au spectre en retour et ils proviennent de familles réticulaires diffractant entre des angles compris entre 45 et 90 degrés. Pour ce qui concerne alors la distance 2L entre deux arcs du spectre direct, la valeur de cette distance en millimètres va être l'équivalent de la valeur en degrés de l'angle 4θ. Quant à la valeur en millimètres de la distance 2L' séparant deux arcs de diffraction du spectre en retour, est l'équivalent en degrés de 360 moins 4θ. Nous signalons que ce montage correspond au cas de l'exercice que nous sommes en train d'étudier. Pour plus de détails sur la méthode de diffraction de De Weishauer, voir la vidéo dont le lien est le suivant. Si on revient maintenant au cas de l'exercice que nous sommes en train de traiter, la distance L200 entre chacun des arcs de la diffraction au deuxième ordre de la famille 1,00 et le trou permettant l'introduction du puits est L200 égale à 90 mm moins 44,7 mm, soit L200 égale à 45,3 mm. Comme le rayon de la chambre est égal à 57,3 mm, c'est que le périmètre de la chambre de De Weishauer est égal à 360 mm, c'est-à-dire 2π fois 57,3 est égal à 360 mm, avec π est égal à 3,14 radians. Par conséquent, 1 mm sur le film correspond à 1 degré. Et dans ces conditions,
L200 en millimètres est l'équivalent de 2θ200 en degrés. Ainsi, 2θ200 est égal à 45,3 degrés. Soit donc θ200 est égal à 22,65 degrés. Or, comme on l'a signalé précédemment, θ200 est l'angle de diffraction du deuxième ordre de la famille 1,00. Ceci nous permet alors d'écrire que 2d1,00 sinus θ200 est égal à 2 lambda, soit d1,00 est égal à lambda sur sinus θ200. Numériquement, la distance d1,00 est égale à 4 angstroms. D'un autre côté, et comme nous l'avons déjà signalé, dans le cas du système cubique, le paramètre petit a de la maille et la distance d'une famille réticulaire donnée sont liés par la relation suivante. DHKL est égal à A sur racine de H au carré plus K au carré plus L au carré, soit A est égal à DHKL que multiplie racine de H au carré plus K au carré plus L au carré. Dans ces conditions alors, la valeur du paramètre A correspond à celle de la distance interréticulaire D1,00, soit A est égal à 4 angstroms. J'espère que la présente vidéo vous a bien servi et à la prochaine.